Bonsoir, nous reprenons lors de cette seconde séance le cours sur les échangeurs thermiques. Je m'étais arrêté là, je vous avais présenté un peu ce qu'on allait voir au cours de ce semestre. J'avais dit qu'on verrait très brièvement l'échangeur double tube et qu'on passerait beaucoup de temps sur l'échangeur tube calandre. Puis, vers la fin du semestre, nous verrons les deux échangeurs au sein desquels s'effectuera un changement de phase. Je parle des rebouilleurs et des condenseurs. Et on verra pourquoi on dit rebouilleur et pas seulement bouilleur. Bien, alors commençons par le premier échangeur. C'est le plus répandu et le moins coûteux. Il est très simple à concevoir. C'est deux tubes emboîtés l'un dans l'autre, coaxiaux, comme ceci. Vous avez un tube central au-dessus duquel vient se placer un second tube de manière coaxiale. Le fluide chaud circule quand on le peut dans le tube central, tandis que le fluide froid circulera dans l'espace annulaire délimité par le tube central et le tube qui vient au-dessus. Je vais faire maintenant la coupe pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Voici la coupe. Donc nous avons d'abord le tube central de rayon intérieur RI, comme ceci, dans lequel on fait circuler, on va dire, le fluide chaud, mais aussi le fluide à problème, on verra pourquoi. Quand je dis le fluide à problème, c'est-à-dire le fluide le plus encrassant, le plus corrosif à haute pression. Et dans l'espace annulaire délimité par la surface externe du tube central et la surface interne du tube externe, circule le second fluide, de préférence le fluide froid, pour que toute la chaleur du fluide chaud est intégralement récupérée par le fluide froid. Et bien sûr, il faudra par la suite calorifuger le tout. Donc voici un peu l'échangeur double tube que nous allons voir très brièvement. Comme je l'ai dit, on va citer quelques caractéristiques de cet échangeur. Donc j'ai choisi pour les besoins de cette présentation, j'ai choisi le fait que le fluide chaud traverse le tube central et le fluide froid traverse l'espace annulaire. Et donc vous voyez qu'il va y avoir évidemment, c'est pas à peine que j'en parle, mais c'est un contact indirect étant donné qu'il y a une paroi, une surface qui sépare les deux fluides, l'alimentation des deux fluides étant en continu. Donc continuons, je suis en train de présenter l'échangeur double tube, l'échangeur coaxial. Donc comment, dans le cas qu'on a présenté les circulations, on l'a vu, je ne reviens pas sur cela, il fallait qu'elles soient à contre-courant. Je ne redirai plus pourquoi, vous allez voir le premier cours du premier semestre, vous verrez les raisons. La contrainte par rapport à la température de sortie du fluide chaud et celle, enfin je ne vais pas reprendre ça. Nous avons aussi parfois des tubes, un échangeur double tube, mais qui n'a pas une allure linéaire, c'est-à-dire que généralement c'est un serpentin, c'est une hélice en forme d'hélice, enroulée en forme d'hélice. Nous avons les tubes qui sont faits en acier, les longueurs varient entre 3,6 jusqu'à 6 mètres, même plus, voire plus même. La surface maximale d'un échangeur, un double tube, c'est 50 mètres carrés. Retenez cette valeur parce qu'on fera appel à cela quand on va comparer l'échangeur tube calandre à l'échangeur double tube et quand est-ce qu'il est pertinent d'aller vers l'échangeur double tube plutôt que le tube calandre qui coûte beaucoup plus cher. Bien, je continue donc toujours dans la description très brièvement de cet échangeur coaxial. Le voici. Alors, une dernière chose à propos du mode de fonctionnement. L'échangeur double tube peut être, soit il peut fonctionner en mode isolé, ou alors ils peuvent être mis en série ou en parallèle. Donc voici d'abord la schématisation de l'échangeur double tube coaxial. Et voilà les modes de fonctionnement. Alors les modes de fonctionnement, les modes de fonctionnement, il y en a deux, enfin il
peut y avoir aussi un troisième, donc il y a un mode de fonctionnement isolé, c'est-à-dire que l'échangeur est tout seul. Il y a une entrée et une sortie de fluide, chaud et froid. Ils peuvent être mis en série, deux échangeurs en série, ou alors ils peuvent être mis en parallèle, ou alors il peut y avoir du parallèle et en série en même temps. Alors rapidement, on va un tout petit peu détailler ça. Quand est-ce qu'on a recours à une disposition en série de deux échangeurs double tube, par exemple, ou trois ou plus? C'est lorsque il est nécessaire que la surface d'échange soit importante. Donc pour ne pas y aller vers l'échangeur tube calandre, on préférerait mettre deux échangeurs double tube en série. Maintenant, la configuration en parallèle, elle est pertinente lorsqu'on veut contrôler, lorsque la capacité d'unité est variable, c'est-à-dire le débit parfois est très important, parfois est moins important. Donc quand il est plus important, on préférera diviser la charge entre deux échangeurs qui seraient placés en parallèle. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos de l'échangeur double tube. Beaucoup de choses ont été dites au premier semestre et même l'année dernière, donc je ne vais pas y revenir. Je vous présente ici quelques photographies d'échangeurs double tube. Vous avez ici en transparence, puisqu'il est fait en verre, la partie où l'écoulement se fera dans la partie annulaire, et la partie centrale, elle est faite, je pense, en cuivre. Donc voici maintenant un second schéma où on voit des tronçons linéaires reliés par des parties coudées en bleu, comme ceci. Donc ce sont des tronçons linéaires reliés par des coudes pour pouvoir, bien évidemment, vous l'avez compris, augmenter la surface d'échange. Vous voyez ici que l'écoulement dans le tube central se fera par cette tubulure. En revanche, l'écoulement dans l'espace annulaire se fera par cette tubulure. Bien, alors comme je vous l'avais dit, n'oublions pas que j'ai dit une chose importante que je vais reprendre dans l'échangeur tube calandre de manière récurrente, c'est que dans le tube central, c'est là où on fait passer normalement le fluide chaud. On a expliqué pourquoi on voudrait que toute la chaleur émise par le fluide chaud par unité de temps soit intégralement récupérée par le fluide froid en régime stationnaire et lorsque l'échangeur sera bien calorifugé. Mais ce n'est pas rien que cela. On fait circuler également dans le tube central le fluide le plus encrassant, celui qui a une grande pression, sous pression, et également le fluide corrosif, le plus corrosif. Pour l'instant, je vais vous dire juste que c'est pour des raisons de nettoyage. Il est plus simple de nettoyer la partie centrale, le tube central. Vous le voyez bien, si je désirais nettoyer la partie annulaire, il m'est difficile d'y accéder. C'est très difficile pour moi d'accéder à l'espace annulaire. Je vais repartir ici pour que vous le voyez mieux. Voilà. Il faut faire rentrer votre jet d'eau par ici. C'est pas très simple par rapport à un nettoyage quand le tube est ouvert, comme cela. Bien, donc je reviens vers cela et je finis cette partie. Et de ce pas, je vais aller vous présenter l'échangeur à tube au pluriel et calandre. À tube et calandre que je vais appeler très régulièrement tube calandre pour abréger, ou alors faisceau tube. Faisceau, c'est un ensemble, faisceau calandre. Faisceau calandre. Donc, qu'est-ce qu'on pourra dire à propos de cet échangeur? Le voici. Il comporte plusieurs tubes, pas un seul, plusieurs tubes, qui vont être logés dans une enveloppe qu'on va appeler calandre. Je vois apparaître deux boîtes de distribution que je vais détailler un peu plus loin. Donc nous avons la circulation de deux fluides. Un premier fluide circulera dans les tubes, moyennant ces boîtes de distribution, avant et arrière. Il y a un autre fluide qui circulera dans la calandre, entre l'enveloppe, la calandre, et la surface externe des tubes. Dans ces échangeurs, on aura affaire à uniquement un chauffage ou un refroidissement, comme on l'a vu. On avait parlé de réfrigérant et réchauffeur. Mais il peut aussi y avoir des changements de phase, tels qu'on va voir à la fin du semestre. Je continue, maintenant je vais commencer à présenter cet échangeur. Il est très fréquemment utilisé dans l'industrie. La raffinerie y est dotée.
la raffinée d'Alger évidemment. Pourquoi? À cause de la surface d'échange. Elle est très importante en comparaison avec le double tube, bien sûr. Je n'ai pas un seul tube, j'ai un faisceau de tubes. Un faisceau, c'est un ensemble de tubes que vous voyez disposés de manière horizontale, parallèles les uns aux autres, parallèles les uns aux autres. Ces tubes, puisqu'ils sont nombreux et ils sont longs, nous avons dit qu'on pouvait atteindre 6 mètres, sont supportés, sont soutenus par ce qu'on va appeler des chicanes. Des chicanes. Les voici, je vais les présenter. Donc il y a ici ce qu'on appellera les tirants ou les supports. Et vous voyez les chicanes ici apparaître, les voici. Voici les chicanes disposées dans la calandre. Évidemment, vous verrez qu'elles sont percées de trous et il y a une fenêtre libre pour laisser le fluide pénétrer et pour pouvoir être évacué par la tubulaire de sortie. Je continue. Donc maintenant, je vais aller détailler les différentes parties de cet échangeur. Globalement, il y a 3 grandes pièces, 3 grandes parties. La boîte de distribution avant. Comment reconnaître l'avant? Avant, ça veut dire que c'est par là que va arriver le fluide. Ça aurait pu être par là. Donc je dirais la boîte de distribution avant. L'enveloppe qu'on appellera la calandre, shell en anglais. Et la boîte de distribution arrière, ou bien le couvercle, qui peut exister, ou on va voir, elle ne peut ne pas exister. Ici, il y aura simplement un couvercle de calandre, un fond de calandre. Donc commençons à présenter les pièces. Voici les tubes, le faisceau de tubes en bleu. Voici les plaques tubulaires. Ce sont des plaques épaisses, perforées, qui vont recevoir les tubes. Il y en a 2 dans ce cas. Elles sont fixes, c'est-à-dire on verra plus loin. Elles sont soudées à la calandre dans ce cas. Nous avons les boîtes de distribution, comme je l'ai dit, avant et arrière. Et nous avons la calandre, c'est-à-dire l'enveloppe qui contient les tubes. Nous avons également, donc, comme je l'ai présenté tout à l'heure, les chicanes. Les voici en blanc. Il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais présenter 6. Il y a 6 chicanes. Les supports sur lesquels sont montés les chicanes, sont soutenus par lesquels sont soutenus les chicanes. Mais on va voir aussi que ces supports permettent de garder une distance constante entre les chicanes moyennant ce qu'on appellera les entretoises. On va voir ça. Nous avons également, donc quoi d'autre, les tubulures. Il y en a 4 dans le système que je vous ai présenté, dans l'échangeur que je vous ai présenté. 2 tubulures côté calandre, entrée et sortie. Une tubulure dans la boîte de distribution avant et une tubulure dans la boîte de distribution arrière. Donc voilà, c'est un appareil qui est donc constitué de plusieurs tubes qui sont montés sur ces 2 plaques tubulaires fixes. Nous avons un certain nombre de chicanes qui sont disposées pour pouvoir soutenir, mais on va voir, ce n'est pas le seul rôle. Ce n'est pas uniquement soutenir, il n'est pas uniquement mécanique le rôle des chicanes. À chaque extrémité sont fixées les boîtes de distribution avant et arrière. Avant, lorsque le fluide arrivera par ici. Arrière, ça veut dire qu'il en ressort par là. Elles assurent la circulation du fluide à l'intérieur du faisceau, c'est-à-dire dans les tubes, soit en un seul passage, c'est-à-dire ça arrive par là, ça traverse tous les tubes d'un seul coup et ça ressort, ou alors on verra, quand il y aura ici une cloison de séparation, ça fera un premier tour et évidemment il n'y aura plus de tubulure et ça revient par ici. On dira qu'il y a 2 passages, on appellera ça 2 passes et non pas 2 passages, 2 passes. Donc, les boîtes de distribution assurent la circulation du fluide à l'intérieur des tubes. Les tubes ou les faisceaux de tubes sont logés dans la calandre, l'enveloppe. Cette calandre est, comme je l'ai dit, munie de 2 tubulures, une d'entrée, l'autre de sortie, par lesquelles va circuler le second fluide. Les chicanes, on a dit qu'elles allaient imposer un sens de direction au fluide. Donc elles lui imposent un chemin sinué par lequel il va s'écouler. Si bien qu'ensuite vous verrez que l'écoulement du fluide dans la calandre sera presque perpendiculaire au tube. On aura presque affaire à un écoulement qu'on a vu la semaine dernière, un écoulement croisé, je veux dire la séance dernière croisé, et non pas co-courant ni contre-courant. Et pour finir, tous les éléments que je vous ai présentés
de cet échangeur, ou bien de tous les échangeurs, ont fait l'objet d'une normalisation publiée par la codification la plus célèbre, c'est celle de Théma, que j'ai commencé, oui, je ne sais pas, non, j'ai pas encore commencé à le présenter, mais que je présenterai au fur et à mesure. Elle spécifie les caractéristiques mécaniques et thermiques de chacune des parties de cet échangeur, correspondant à diverses conditions de travail de fonctionnement. Bien, alors intéressons-nous maintenant un tout petit peu à chacune de ces pièces. Nous allons commencer par la calandre, c'est-à-dire l'enveloppe qui contient les tubes. Alors là, voici. Il faut retenir quelques petites choses dont je vais commencer à faire un peu de la technologie, mais qu'il faut savoir. Donc la calandre a un diamètre inférieur de préférence à 1 mètre, mais on peut tomber sur des calandres qui vont jusqu'à 2 mètres. Mais on préfère travailler avec des calandres qui ne dépassent pas le mètre. Les tubes, nous avons dit qu'ils pouvaient même atteindre 6 mètres, donc ils varient de 1 jusqu'à presque 6 mètres. On ne va pas jusqu'à 6 mètres pour éviter le fléchissement, c'est-à-dire que les tubes ne fléchissent. On va voir ça pas aujourd'hui. Et par conséquent, si les tubes commencent à fléchir, il va y avoir une difficulté quand on voudra insérer et extraire le faisceau de tube de la calandre, quand on voudra retirer le faisceau de tube de la calandre pour pouvoir, par exemple, le nettoyer ou bien changer des tubes. Les tubes, justement, ils ont des diamètres qui varient entre 12,7 mètres jusqu'à 38. Vous avez ici la correspondance en inch. Les voici, je vous présente ici quelques tubes que vous les voyez, dans lesquels il va y avoir la circulation à l'intérieur. Voici encore d'autres photos. Si vous avez des tubes qui sont faits en alliage, ici, c'est des tubes en inox, inoxydable. Alors, on continue toujours dans la présentation des différentes pièces. Je vais maintenant parler de l'épaisseur de ces tubes. Nous avons dit qu'ils faisaient entre 12,7 mm jusqu'à 38. Mais maintenant l'épaisseur. Alors l'épaisseur, justement, elle a été étudiée et normalisée, aussi bien l'épaisseur que le diamètre, de manière à pouvoir supporter des pressions, des sollicitations mécaniques, chimiques et thermiques, ainsi qu'en fonction de la nature du fluide, c'est-à-dire est-ce que c'est une nature corrosive ou bien abrasive, est-ce que le fluide est corrosif ou abrasif. Donc cette épaisseur n'est pas donnée de manière aléatoire, elle a été étudiée pour pouvoir supporter des pressions. Donc nous avons une normalisation, une codification. Il y en a en fait plusieurs, mais celle qu'on va utiliser, c'est la BWG, qu'on va voir rapidement ici. Donc il y a la AWG, American, et B, c'est la Birmingham Wire Gauge, la BWG. La BWG. Donc retenez bien, quand je vous donne par exemple 25,4 BWG12, 25,4 désigne le diamètre extérieur. Le diamètre extérieur. 12, c'est le code BWG qu'on va voir maintenant. Donc voici comment est-ce qu'elle est donnée cette codification, cette normalisation, cette standardisation. Donc vous avez la BWG qui varie, bon, j'ai pris juste de 10 à 20, hein, mais il y a moins et il y a plus. Hein. J'ai vu ça varie jusqu'à 42 et ça descend jusqu'à 0. Bien, vous avez donc des épaisseurs. Ce qu'on peut dire rapidement, donc pour par exemple 16, c'est une épaisseur, le tube va avoir une épaisseur de 1,651 mm. On voit lorsque la BWG augmente, l'épaisseur diminue. L'épaisseur du tube diminue. Alors maintenant, on va aller voir comment est-ce qu'elles sont présentées dans la littérature, comment est-ce qu'ils sont présentés ces APAC ou bien ces tableaux. Les voici, je vous ai présenté 2 tableaux. Alors oui, le matériau avec lesquels sont faits les tubes, la chicane, toutes les pièces, c'est généralement de l'acier, du laiton, du cuivre, de l'aluminium, des alliages et même du titane lorsqu'il s'agira de l'eau de mer. Alors je continue, je vous ai dit, je vais vous présenter maintenant toujours la BWG. Vous avez ici les codes BWG, les épaisseurs,
Et ici, nous avons les diamètres extérieurs, pardon, les diamètres extérieurs, en millimètres. Ici, c'est en inch, en millimètres. Et là, ce que vous avez, dans une autre couleur, c'est le poids du tube par mètre linéaire. C'est le poids du tube par mètre linéaire. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons? Tout à l'heure, quand ce que je vous avais dit, par exemple, c'était 25,4 BWG 12. Donc, je viens ici. « 25,4 » et la BWG, j'ai dit 12, pas 16, 12. Je suis là. Donc, ce sera un tube qui pèsera 1,55 kg par mètre linéaire de tube. Ça, c'est une indication par rapport au poids. Et on va, en fait, ça ne nous intéresse pas tellement pour le cas du dimensionnement. Nous, ce qui nous intéressera, c'est quel est le diamètre intérieur. Donc, je vous présente aussi dans ce deuxième tableau le diamètre extérieur en millimètres et en inch, en millimètres, la BWG, la codification de 10 à 18, l'épaisseur relative en fonction de la BWG. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous avons le diamètre extérieur, il faut retrancher l'épaisseur. D'accord, j'ai fait ça sur un tableau Excel, mais vous le retrouverez, c'est un tableau que vous retrouvez dans la littérature. Je diffère un tout petit peu parce que je me suis basé sur ces épaisseurs que j'ai prises ici. Donc j'ai pris ces épaisseurs avec lesquelles j'ai travaillé. Donc j'ai le diamètre, je retire 2 fois l'épaisseur et je retrouve le diamètre intérieur. Le diamètre intérieur que voici. Nous avons donc la section droite intérieure, quand on voudra calculer le nombre de Reynolds, la voici en centimètres carrés. Et nous avons les surfaces latérales du tube extérieur et du tube intérieur. Pi dl par mètre, c'est-à-dire par rapport à 1 mètre. Donc pi dl. Pi d, ce diamètre-là, L pour extérieur, et pi d, ce diamètre intérieur, fois L, en ayant converti le tout en mètres carrés. Je n'ai pas voulu rajouter le poids. Quand je dis le poids, vous avez compris, je suis en train de parler de la masse. Bien voilà. Donc, nous avons parlé de cette fameuse codification, ce code. C'est la Birmingham Wire Gauge. C'est celle qu'on utilisera. Il y en a d'autres. Il y a la AWG qu'on n'utilise pas dans le cadre de ce cours, et d'ailleurs elle est très peu utilisée. C'est celle-ci qui est largement utilisée dans les ouvrages, enfin tous ceux que j'ai consultés. Bien, on continue. Maintenant, on va aller encore un tout petit peu parler de la calandre. Comment est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'elle est faite avec une seule pièce ou alors est-ce que c'est de la tôle? C'est des plats qui vont être travaillés pour pouvoir la construire. Donc, comme nous avons dit, il est préférable d'avoir des calandres qui ne dépassent pas le mètre. Qui ne dépassent pas le mètre. Quand c'est un seul tube, c'est-à-dire sans soudure, on ne peut pas arriver à 1 mètre. Nous avons des tubes qui font 60 cm. 60 cm. Sinon, si je veux un diamètre beaucoup plus grand, c'est une tôle qui va être travaillée pour pouvoir lui donner cette forme, et ensuite on arrivera ici, on soudera. Il y aura une soudure. Et donc, dès que ça dépasse 0,6, c'est 60 cm, je ne peux plus avoir un tube sans soudure. Je vais avoir une tôle qui va subir un roulage pour pouvoir lui donner cette forme circulaire. On peut tomber aussi sur des formes coniques. Et donc, ça se passe dans ce qu'on appellera une rouleuse. On va voir ça dans les photos que je vous ai préparées ici. Donc, la calandre doit avoir un certain volume pour pouvoir contenir les tubes et l'espace entre chaque tube. Et donc, il faudrait avoir un certain diamètre pour pouvoir contenir tout le faisceau. Donc, on va maintenant voir cette fameuse machine qui sert à rouler la tôle. On appellera ça une rouleuse. Et celle que je vais présenter, ce sera de type pyramidal, où il y aura 3, les voici. Donc vous introduisez et par choc,
ou pression, vous roulez la tôle et vous obtenez la forme désirée. La forme désirée. Donc ensuite, il va y avoir une soudure qui sera pratiquée. Donc le roulage de tôle, ou bien, comme je l'ai dit avant, le cintrage de la tôle, c'est une technique qu'on va utiliser pour la transformation d'une surface qui est initialement plane pour la rendre cylindrique, voire conique, fermée. Alors le roulage est obtenu, comme il est dit ici, par flexion, soit par choc ou par pression. Bien, on continue, on va voir toujours dans la description des différentes pièces que constitue l'échangeur tube à tube et calandre. Nous nous intéressons maintenant aux tubulures. Les tubulures, ce sont les orifices par lesquels est introduit le fluide, soit dans la calandre, soit dans les boîtes de distribution. Donc ce sont des ouvertures qui sont pratiquées sur la calandre, il y en a deux, mais également sur les distributeurs. Ici, il y a une sur la boîte avant et une sur la boîte arrière. On verra qu'il peut y avoir le cas où les deux tubulures sont placées sur la même boîte. Par conséquent, il n'y aura pas de tubulure sur la boîte arrière. On verra ça, pas maintenant, pas aujourd'hui, mais la séance prochaine. Alors, comme je l'ai dit ici, elles sont pratiquées sur la calandre, mais sur les distributeurs également, qui permettent donc le cheminement du fluide dans la calandre et dans les tubes. Le faisceau de tubes, c'est-à-dire l'ensemble des tubes, peut avoir, on dira globalement, il y a deux grandes dispositions que je ne présenterai pas aujourd'hui aussi. Il y a une disposition en ligne, qui peut avoir soit une forme, un pas carré ou un pas rectangulaire, ou alors une disposition en quinconce. Dans la disposition en quinconce, il peut y avoir soit une disposition en carré ou alors en losange. Alors les distributeurs, ce sont les boîtes de distribution qui assurent la circulation du fluide. D'abord qui assurent l'arrivée du fluide dans ces boîtes et ensuite son cheminement à travers les tubes pour être récupéré par la boîte de arrière ou de sortie. Ensuite, le fluide ressort. Elles sont placées aux extrémités de l'échangeur, aux deux extrémités de l'échangeur. Mais on verra certains cas où il y aura, comme je dis, qu'une seule boîte. Ici, il y aura le couvercle de la calandre, il n'y aura pas de tubulure. Bien, continuons à présenter. Oui, donc j'ai déjà parlé de ça. Toutes les pièces sont faites en acier ou avec des alliages ou le bronze. Donc nous allons maintenant voir un peu quelques photos pour se fixer les idées, parce que jusqu'à présent ce sont juste des illustrations. Alors qu'est-ce que c'est que tout ceci? La calandre, c'est quoi? La voici, vous la voyez. C'est une schématisation d'une calandre qui reçoit l'ensemble des tubes, le faisceau des tubes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ce que j'avais présenté tout à l'heure, la plaque tubulaire percée. Vous voyez qu'elle est épaisse, dans laquelle viennent s'imbriquer les tubes. Ensuite, il va y avoir ici un soudage. Vous voyez pour le cas que je vous ai présenté, les deux tubulures sont présentées par une seule boîte. Par conséquent, à l'arrière, il n'y aura pas de tubulure. Il y aura un simple couvercle qui viendra fermer la calandre. Montrons notre photo. Je ne sais pas si vous voyez ici, ça c'est une chicane transversale. C'est une chicane transversale. Voici une photo un peu mieux que la précédente, où nous voyons clairement, parce que c'est en transparence, c'est une partie qui a été mise en transparence, les boîtes de distribution avant et arrière, avec les tubulures que vous voyez sur les deux boîtes, les deux tubulures qui concernent cette fois-ci la calandre, et le faisceau de tubes que vous voyez en transparence. Regardez bien ici, s'il vous plaît, le système boulon-écrou, parce que j'en parlerai dans les séances qui vont venir. Donc ça me sert à boulonner la boîte de distribution à la calandre. Et certainement, dans le cas que je vous ai présenté ici, la plaque tubulaire est emprisonnée entre les deux. Elle est prise en sandwich entre les deux. Je continue. Alors,
Il y a une partie qui est difficile à comprendre, que je vais vous montrer dans quelques temps sur une vidéo que j'ai trouvée sur le net. C'est les tirants et les entretoises. C'est un peu compliqué à comprendre, donc j'ai pas pu faire ça avec vous en cours, donc vous pouvez découvrir ça dans la présentation, dans l'actuelle présentation, l'explication des tirants et des entretoises. Les voici. Alors pour vous expliquer un peu ce que c'est, les voici. Voici une première plaque. Alors j'ai fait une petite erreur, j'ai pas voulu la corriger parce qu'on a pris un temps fou. Normalement, ceci devait être la plaque tubulaire, la grande plaque tubulaire épaisse. Et maintenant, je vais vous montrer des chicanes. Et normalement, les chicanes doivent être plus minces que la plaque tubulaire. La plaque tubulaire, je vais vous le dire après, ça va des épaisseurs qui peuvent atteindre 5 cm. Et donc, moi, je n'ai pas voulu le faire parce que j'avais déjà commencé à le faire, j'avais la flemme de reprendre le schéma. Mais donc, faisons comme si ce qui va arriver est plus fin que la plaque tubulaire. Alors, voici ma plaque tubulaire percée d'orifices dans lesquels vont arriver les tubes. Voici, non pas le tube, mais ça, on appelle ça un tirant. C'est un support, le voici. Je fais arriver maintenant l'entretoise. C'est quelque chose qui va venir coulisser sur le tirant et être bloqué ici parce qu'il aura un diamètre supérieur, comme ceci. Regardez bien s'il vous plaît. Ça coulisse et ça s'arrête. Je fais maintenant rentrer la première chicane. Alors désolé, elle est épaisse, mais bon, c'est pas grave. Faites comme si vous voyez une chicane transversale fine. La voici, elle arrive. Elle va être bloquée par cette entretoise. Je vais venir ici boulonner et vous voyez, il y aura une distance constante entre les chicanes successives. Je ramène maintenant, là j'ai laissé une fenêtre ouverte pour pouvoir laisser le fluide, l'occasion au fluide à s'écouler. Donc il faut que la fenêtre soit ouverte ici, ensuite il faut qu'elle soit ouverte en bas, comme ceci. Je ramène le deuxième tirant, je le fais coulisser et je ramène cette fois-ci l'entretoise qui va apparaître ici, comme cela. Elle va coulisser au-dessus du second tirant, comme cela. Elle va être bloquée puisque son diamètre sera supérieur à l'ouverture. J'ai oublié de dire ici, on vient boulonner pour fixer le tout. Et je ramène maintenant la deuxième chicane transversale que voici. Vous voyez que j'ai pris la précaution de mettre la fenêtre, c'est-à-dire l'ouverture par le haut et ici par le bas, de manière à faire subir au liquide qui circule dans la calandre des écoulements en zigzag. Voilà donc ce qu'on appelle les entretoises minces. Je me suis trompé, ça devait être là et non pas là. J'ai fait une erreur, je vais la corriger rapidement. Ce n'est pas là qu'elle doit être. Elle doit être là. Désolé, j'ai pas fait attention, je l'ai faite aujourd'hui. Je sais pas, j'ai fini ça il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je l'ai pas vu, je me suis pas. Voilà. Alors, je refais. Je fais en accéléré puisqu'on a vu tout ça. Voici les entretoises. J'en ai présenté deux. Et les tirants que voici. Et voici les chicanes transversales. Voilà. Il y a, comme je l'ai dit, une seule erreur que je n'ai pas voulu reprendre. C'est que, en fait, si les chicanes transversales ont cette épaisseur, la plaque tubulaire est beaucoup plus épaisse. Elle est beaucoup plus épaisse que cela. Bien, continuons. On va voir justement la plaque tubulaire. Je l'ai dit, le diamètre, son épaisseur, pardon, varie de 5 à 10 cm. J'avais dit jusqu'à 5, c'est plutôt jusqu'à 10 cm, désolé. Il faut qu'elle soit épaisse justement pour pouvoir supporter des pressions entre le fluide qui circule dans les tubes et celui qui circule dans la calandre. Elles doivent pouvoir aussi supporter les contraintes mécaniques que je présenterai à l'occasion de la prochaine séance normalement pour pouvoir lutter contre la dilatation des tubes quand il y aura de forts gradients de température. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ceci? Je vous présente des photos pour que vous puissiez mieux comprendre. Voici d'abord, voici la calandre, encore une seconde fois, qui est vide. Voici la plaque tubulaire, vous voyez comment qu'elle est épaisse. Voici les chicanes transversales, cette fois-ci l'ouverture, elle est de droite, ensuite gauche. Je ne sais pas comment moi j'ai fait. Moi j'ai fait haut, bas, il y a soit par le haut, par le bas, ou bien par les côtés, comme ici. Elles sont verticales, les ouvertures sont verticales, ce qui fait que le fluide va zigzaguer, comme ceci. Moi dans mon cas, ça faisait des... bon, je ne peux pas présenter ça parce que je ne suis pas devant vous.
Mais donc voici la plaque tubulaire qui reçoit les tubes. En fait, voici comment que c'est, hein. Ce n'est pas aussi propre que cela. D'abord, on fait rentrer les tubes comme cela. Les tubes n'ont pas encore subi de soudure. Il y a deux techniques. Il y en a même plusieurs, mais j'ai présenté uniquement deux techniques. Il y a d'abord la soudure des tubes. Ici, on va souder les tubes et couper le surplus. Ou il y a aussi le dudgeonnage, que je présenterai à l'occasion d'une vidéo. C'est quoi le dudgeonnage rapidement? On fait donner au tube un diamètre légèrement supérieur pour qu'il puisse être coincé. Mais il y a aussi un système où on va faire le dudgeonnage plus soudure. Vous avez les termes en anglais pour pouvoir les retrouver sur le net. Donc voici avant soudure, avant dudgeonnage, les tubes, quand vous les faites entrer dans la plaque tubulaire qui est très épaisse. Et ensuite, quand on pratique la soudure, voici ce qu'on obtient. Voilà. Et justement, tout le problème, et ce sont ces soudures et ces dudgeonnages qui peuvent céder si par malheur les tubes se dilataient. Si les tubes se dilatent, vous allez me dire pourquoi ils vont se dilater? Ben, tout corps soumis à de la chaleur se dilate. Dans les tubes, il va y avoir circulation d'un fluide chaud, les tubes vont se dilater. Si je ne prends pas mes précautions, les soudures vont sauter. Et donc c'est un problème qu'on va voir, pas aujourd'hui, mais qu'on verra à l'occasion des prochaines séances, comment faire pour lutter contre ces contraintes mécaniques qui risquent de détériorer la plaque tubulaire et donc par conséquent avoir un mélangeage entre les deux fluides, le fluide qui circule dans la calandre et celui qui circule dans les tubes. Voilà, je vais terminer par ça parce que je n'ai pas envie d'aller faire plus, parce que la dernière fois je me suis aperçu que j'avais fait presque une heure, enfin une heure plus quelques minutes, et je suis désolé parce que je ne me suis pas chronométré, comme aujourd'hui je ne me suis pas chronométré non plus. Donc je vous présente maintenant cette fois-ci les chicanes transversales, mais de manière très brève, très brève plutôt, parce que je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Je vais reprendre tout ceci, donc je vous présente l'écoulement, comment est-ce qu'il se fait. D'abord, les chicanes transversales doivent être disposées à une certaine distance l'une de l'autre. Généralement, vous trouverez qu'il faudrait que la distance entre deux chicanes successives, le centre de deux chicanes successives se situe entre 20% jusqu'à 20% du diamètre de la calandre jusqu'au diamètre de la calandre. Il ne faut surtout pas être en dessous de 50 mm. Pourquoi? Regardez d'abord le sens de circulation du fluide dans la calandre. Il circule entre la surface externe du tube et l'enveloppe. Il a un mouvement qui est presque perpendiculaire au tube, ce qui permet de générer un écoulement croisé. Le voici. Donc vous l'avez vu, la chicane supporte le tube pour qu'il ne fléchisse pas. Mais il n'y a pas que cela. Elle a un second rôle, c'est de pouvoir donner au fluide ce type d'écoulement. Mais ce n'est pas que pour ça qu'on dispose des chicanes. Regardez ce qui se passe. Vous avez diminué la section droite ici. Comment cela? Vous avez mis des chicanes. Plus cette section droite est petite, plus la vitesse sera grande. Vous allez me dire, et quand on arrive ici, comment est-ce qu'on pourrait diminuer la surface? Ben, c'est de la même manière. La fenêtre ouverte, qui varie entre de 25 jusqu'à 50%, parfois jusqu'à 50%, même 60%, eh ben, ce degré d'ouverture, il va limiter. Donc je vais avoir un écoulement qui va être perpendiculaire presque au tube et donc très violent. Ça va me générer, donc le fait de disposer des chicanes, ça va me générer une grande turbulence que je redétaillerai, pas aujourd'hui, mais la séance prochaine. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos de cette seconde partie du cours. Nous verrons la semaine prochaine, ou bien la séance prochaine, d'autres parties de ce cours, et on va aller détailler d'autres pièces. On verra la classification théma brièvement, parce que je vais la reprendre un peu plus tard, et on verra pourquoi on va vers l'échangeur tube calandre et quand est-ce qu'on ne doit pas travailler avec l'échangeur tube calandre, mais il faudrait opter pour l'échangeur double tube. On verra tout cela, mais donc la séance prochaine, Inch'Allah. Voilà, j'espère que ça a été un peu clair. J'étais peut-être un peu rapide. Mais bon, vous me faites savoir à travers vos commentaires et remarques. Elles sont toujours, vous le savez, les bienvenues pour pouvoir parfaire ce cours. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt, je l'espère. Merci de votre attention et à la séance prochaine. Au revoir.